qui était qui a fait partie de l'OS du Warsonis. Vous savez qu'il y a des gens qui ont pris les armes, ont créé des maquis dans le Warsonis après le cessez-le-feu. Or, il a été arrêté par un groupe de la zone 3, et les plus excités parmi les gens du 19 mars, ce qu'on appelle les martiens, qui voulaient avoir un palmarès, voulaient l'exécuter au milieu de la nuit. Alors Slim Al-Roul était le lieutenant militaire de la zone 3, il est arrivé là, après le dîner, il l'a trouvé avec les mains ligotées, il l'a libéré, il lui a dit écoute, nous on ne tue pas les gens après le cessez-le-feu, il l'a libéré. Et lui, jusqu'à il y a 5-6 ans, il a dit je ne sais pas si Slim Al-Roul vit toujours, j'aimerais le rencontrer. Et un de ses amis archivistes là, qui a fait la guerre en Algérie m'en a parlé. J'ai pu, comme moi j'ai enquêté sur la Wilaya 4, j'avais les coordonnées de Slim Al-Roul, et ils ont pu se rencontrer d'abord à Marseille. Dans un deuxième temps, Slim Al-Roul a invité des anciens de ce qu'on appelait les nomades. Les nomades, c'était des paras très aguerris. On les appelait nomades parce qu'ils se déplaçaient très rapidement, aussi rapidement que les unités de l'ALN, et qui ont écumé la région du Warsonis. Alors Slim Al-Roul les a recontactés grâce à cet ancien de l'OS. Il a fait venir une quinzaine d'entre eux avec leurs femmes. Et ils ont été visiter les mechtas qu'ils avaient incendiés eux-mêmes. Ils ont dit, nous savions que c'était des innocents, mais comme le commando Jamal nous a échappé, nous on s'est vengés. Ça s'est terminé par des larmes, des embrassades, des méchouis, etc. Ça a donné un démenti cinglant au refus de Sarkozy dans ses discours officiels. Et je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faut multiplier. Et Marseille est appelé à jouer un rôle d'avant-garde dans ce domaine-là. Et donc des initiatives dans ce sens-là, dans le sens de la réconciliation, accompagnées par le bon vouloir des acteurs, là, comme Slim Al-Roul, qui a fini commandant dans l'ANP, plus la recherche, je pense qu'on peut converger vers l'avenir, hein, qui est inscrit dans l'intitulé de cette rencontre. Oui. À Ouad el-Fadha. Oui, il est vers le barrage de Ouad el-Fadha. Oui. C'est ça. Ouais, moi, je ne veux pas aborder cette période-là. Parce que le conseil de la Wilaya 4, les commandants ne voulaient pas prendre les armes. Ils ont dit on n'arme pas les civils. Donc ça, c'est une polémique inutile. Voilà. Je suis très content que Slim Al-Roul soit connu de gens ici. Voilà, donc on va laisser aussi Jacques répondre à la question. Je voulais juste embrayer sur cette question de la réconciliation entre les acteurs de la guerre. Là, je vous disais tout à l'heure que je revenais d'un voyage en Algérie, en fait de 2 voyages, un qu'on a fait en mai, l'autre en septembre, avec une association d'anciens appelés en Algérie, qui s'appelle les anciens appelés en Algérie contre la guerre. Ce sont donc des gens qui ont fait la service militaire pendant la guerre d'Algérie, et quand ils ont eu 65 ans, ils ont reçu une pension à titre militaire. Une pension. Et ils ont dit, mais cet argent, on n'en veut pas, il nous brûle les doigts, cet argent. Parce que tout ce qu'on a fait pendant toutes les horreurs de la guerre nous remonte en mémoire. Et plutôt que de refuser, finalement, ils ont créé une association, et tous les adhérents reversent l'intégralité de leur pension à cette caisse-là. Et avec cet argent, ils mènent des actions qui sont des actions symboliques en Algérie, comme la reconstruction d'une école que l'un d'entre eux avait détruite. Des initiatives qui sont symboliques. L'Algérie est un pays riche, au moins en moyens financiers. Donc ça reste symbolique. Et ceci dit, là, pendant qu'on était en voyage avec eux, là, il y a eu un moment absolument formidable. On a rencontré des anciens Moudjahidines, et puis, en discutant,
Il y a un ancien Mouadjahidine et un ancien Nablé qui se racontaient leurs histoires de guerre, et puis ils sont arrivés à ce constat qu'ils étaient au même endroit, au même moment, lors d'un affrontement, lors d'une embuscade. Et ils se disaient, mais on s'est tiré dessus peut-être. Peut-être qu'on s'est tiré dessus. Et l'un et l'autre, là, étaient heureux de se retrouver ensemble, de pouvoir s'embrasser, de pouvoir dire toutes ces horreurs de la guerre. Et ça, donc ces témoignages, ces moments-là de réconciliation sont des moments formidablement émouvants. Alors, je voulais dire juste un mot quand même sur cette question-là de l'histoire. De mon point de vue, il y a en Algérie une histoire officielle qui est toujours là, qui est toujours enseignée, et qui est l'histoire qui est véhiculée par le pouvoir qui est en place. Et c'est très difficile, me semble-t-il, pour les historiens de s'écarter de cette ligne officielle. Mais il y en a. Et lors de ces voyages, on a rencontré notamment un historien qui est professeur à l'université de Constantine, et qui est quelqu'un qui a une parole totalement libre, et qui n'hésite pas à dire ce qu'il veut dire sur l'histoire, les choses cachées par le pouvoir, etc. Et il le fait tout simplement parce qu'il a une notoriété qui est réelle. Et puis, eh bien voilà, ça se passe comme ça. Mais il y a toujours un rideau, cette histoire officielle dont il est bien difficile de se départir, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, je me présente Sadoudi Salem, donc je suis né il y a 42 ans en Algérie. Je voulais juste je vais vous poser quelques questions à titre personnel. Je fais référence donc au discours de M. Selam, c'est bien ça? Donc par rapport au rêve du royaume arabe de Napoléon III. Ma question c'est comment se fait-il que la France ait pu arabiser encore plus l'Algérie en 132 ans qu'en 12 siècles auparavant? Déjà, première chose. Après, la deuxième chose, c'est par rapport à 1865, le Senatus Consulte. J'aimerais savoir pourquoi on ne prononce pas le terme d'apartheid. Parce que c'est bien ça. Cette loi consacre l'apartheid en Algérie. L'apartheid, en algérien, c'est Hogra. Hein, c'est Hogra institutionnalisé. D'un côté, le droit commun pour les Français et les Français plus ou moins d'origine méditerranéenne qui ont eu la nationalité française, parce qu'ils avaient peur justement qu'il y ait plus d'Espagnols et d'Italiens qui soient français en Algérie, et à ce moment-là que les autres puissances méditerranéennes revendiquent la propriété de l'Algérie. Donc c'est pour ça qu'on a naturalisé de manière massive tous les non-français. Et là, on ne le dit pas. Donc un mot là-dessus. Donc l'apartheid qu'ont vécu les Algériens, le fait qu'à un moment donné, on ait coupé en deux les indigènes d'Algérie, d'un côté les juifs et de l'autre côté les musulmans, puis auxquels on va accorder finalement la nationalité, et finalement les seuls qui vont rester dans l'histoire comme des cons, c'est les Algériens, puisque eux, ils ont un statut à part, de droit extraordinaire, ce sont les musulmans. Et on va la traiter comme des indigènes, et finalement comme des pestiférés pendant tout le reste du temps. Après, je pense que vous avez été très gentil avec finalement tous les hommes politiques de gauche, qui ont été, qui ont fait progresser les choses par la suite. Vous avez fait référence à Jules Ferry, vous avez fait référence au Front Populaire, etc. Vous ne dites pas par contre le rôle qu'a joué au lendemain de 14-18 Clémenceau, qui est lui une personnalité de droite. Et vous savez très très bien comment il a traité les grands colons qui eux ont institué l'apartheid et qui ont même fait échouer les textes de loi que Clémenceau préparait pour faciliter l'accès à la pleine nationalité française pour tous les indigènes. Voilà. Après, je finirai juste par un truc. C'est qu'en 1962, on a hérité de Ben Bella comme président de la République. Ce type, il vient nous raconter que l'Algérie est arabe. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on recouvre la mémoire.
Je n'ai que 42 ans, mais je pense que j'ai assez fouillé l'histoire de mon pays pour retrouver la mémoire. Je sais que mon pays, de toute façon, n'est pas arabe, il n'est pas français, et encore moins anglo-saxon. Vous voyez bien à quoi je fais référence. Donc j'aimerais aussi savoir, avoir un mot de ce côté-là par rapport à cette idéologie arabiste qui a été prise au lendemain de l'indépendance d'une part, et même bien auparavant par Napoléon III. Voilà à peu près ce que, grosso modo, mes questions. Est-ce que je peux prendre une deuxième question? Même 3. Je ne sais pas si je vais intervenir parce que je voulais rebondir. Ça concerne tout à fait autre chose. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Jacques. Et aussi un mot par rapport à la strophe. C'est une strophe qui a failli être supprimée de l'hymne national. Il y a une controverse terrible là-dessus entre les conservateurs, ce que j'appelle moi les fous furieux de l'ex-FLN et ceux qui voient l'avenir d'une manière beaucoup plus rationnelle et objective. Ensuite, pour ce qui est des anecdotes de réconciliation. Alors, c'est une anecdote que j'ai vécue à Marseille, mais qui est très significative. J'étais dans un bar prendre un verre un soir, et il y avait un bonhomme au comptoir qui avait assez bu, et arrive un autre. Et un autre, c'est un ancien légionnaire. Et cet ancien légionnaire, après avoir bu un ou deux verres, regarde le bonhomme, il se regarde, il discute 2 ou 3 minutes, et puis tout d'un coup, il se rappelle d'un incident, d'un moment de leur vie. C'est que l'Algérien qui était en train de boire un verre était un ancien de la LN et lui un ancien de légionnaire. Et ce légionnaire avait sauvé la vie. Alors, c'est un peu l'inverse de l'affaire de Slimane. Et donc, avait sauvé la vie de ce dernier, non pas en le relâchant, mais en refusant de le remettre, vous savez, dans les unités opérationnelles, il y avait les officiers du 2e bureau, à qui les soldats devaient remettre les prisonniers de guerre, puisque c'était des hommes en uniforme, hein, c'était des unités de l'ANM, donc des hommes en uniforme, qui relevaient donc de la Convention de Genève, devaient les leur remettre pour être traités, entre guillemets, donc torturés pour avoir les renseignements. Et ce soldat, ce légionnaire, a refusé de remettre ce prisonnier blessé à l'officier du 2e bureau, du renseignement. Donc, et lorsque cet officier a exigé, il a dit « je ne vous reconnais pas », le soldat répond, hein, il était sous-officier à l'époque, « je ne vous reconnais pas, j'ai un seul supérieur, c'est mon capitaine qui est mon commandant de compagnie, et c'est à lui que je le référais. » Et ce commandant de compagnie, ce capitaine, a sauvé ce soldat de la LN. Donc a refusé de le remettre, de la traiter en fonction du droit de guerre. Hein, donc il a été fait prisonnier, puis en 62, il a pu être libéré. Il a été libéré, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc on voit bien qu'il y avait au sein des deux côtés, au sein des deux armées, des prises de position personnelles qui dénotaient, si vous voulez, avec l'ambiance générale de la guerre. Voilà. Il y a une troisième personne, ça sera la réponse Tu me laisses d'abord répondre. Moi, je voulais juste revenir sur le jeune